nous accueillons François Chalet du CIDEV et qui va nous parler, comme je le disais juste avant, du véhicule à hydrogène. Alors là, sur le véhicule hydrogène, ma première question, elle sera très très simple. Qu'est-ce qu'un véhicule à hydrogène ? Bonjour. Alors, un véhicule hydrogène, c'est avant tout un véhicule électrique, dans le sens où en fait, c'est un moteur électrique qui l'anime. La différence avec le véhicule à batterie, c'est que l'énergie est stockée non pas dans des batteries, mais elle est principalement stockée dans de l'hydrogène gazeux. Alors, cet hydrogène gazeux, il est reconverti en électricité par une pile à combustible qui combine de l'oxygène et l'hydrogène gazeux pour générer l'électricité et produire de l'eau. Alors, si je comprends bien, dans ce cas, le véhicule à hydrogène, c'est un concurrent du véhicule à batterie. Enfin, à batterie. Véhicule électrique à batterie. Alors, c'est parfois perçu comme ça. La réalité, elle est autre. C'est que les deux véhicules sont complémentaires. L'hydrogène apporte vraiment une solution là où la batterie avoue ses limites. Donc en fait, je vais citer quelques chiffres. Un véhicule léger à hydrogène, un véhicule particulier, c'est 600 km d'autonomie. Donc c'est une autonomie proche d'un véhicule à batterie. La différence, c'est que l'hydrogène étant stocké sous forme gazeuse, on fait le plein rapidement, en environ 5 minutes sur un véhicule léger. Donc ça, c'est la première différence. Autre différence, ça impacte peu la charge utile. Ça en fait une énergie qui est plutôt adaptée en fait aux usages lourds. Les poids lourds à batterie ont une charge utile limitée, alors que le véhicule hydrogène... On vient remettre de la charge exactement. Et du poids, donc ça n'a aucun sens de retransporter, de redépenser de l'énergie pour remettre de consommer de l'énergie pour transporter des batteries. Tout à fait. C'est ça, si j'essaie de traduire. Exactement. Donc la cible, clairement, c'est les usages intensifs. S'ils sont légers, une voiture particulière avec un fort usage quotidien, un taxi par exemple, ça peut être adapté. Mais c'est surtout les usages lourds, comme on le disait, transport de marchandises, peut-être transport ferroviaire sur les lignes non électrifiées. On commence à parler d'avions hydrogène également, il y a des développements en cours. Voilà, donc c'est tous ces usages qui seront particulièrement intéressants de développer à l'hydrogène. Donc l'hydrogène peut apporter une solution là où la batterie ne répond plus en fait à l'usage. Exactement, et c'est complémentaire. Alors, si ce véhicule électrique à piquer de la combustible a besoin d'hydrogène, comment on le produit? Est-ce que c'est environnementalement responsable de produire de l'hydrogène? Oui. Alors là, c'est une question très intéressante, puisque quand je parlais de la technologie, je parlais de la technologie hydrogène, le véhicule en lui-même, il est zéro émission, si on raisonne du réservoir à la roue. Cependant, si on veut regarder le bilan global, il faut regarder la façon dont on génère l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène est utilisé principalement dans l'industrie, dans certains procédés industriels, mais c'est l'hydrogène qui est obtenu à partir d'hydrocarbures. Et lors de son élaboration, il génère beaucoup de CO2. Donc il n'y a aucun intérêt à utiliser cet hydrogène gris. Pas spécialement favorable en tout cas. Aucun intérêt à l'utiliser dans la mobilité, on ne décarbonera rien du tout. On peut en revanche avoir un hydrogène propre s'il est produit à partir par électrolyse. Électrolyse, donc c'est un procédé qui consiste à casser la molécule d'eau, H2O, en séparant la molécule en dihydrogène et en dioxygène. Mais pour cela, il faut apporter de l'électricité. Et selon la provenance de cette électricité, on va pouvoir avoir un hydrogène plus ou moins propre. Alors, l'hydrogène, il peut être produit à partir des centrales nucléaires. On a un hydrogène qui est décarboné, mais qui n'est pas considéré comme renouvelable. En revanche, si vous regardez le schéma, vous avez les 3 plaques vertes. Si on utilise de l'énergie renouvelable locale, selon le gisement à proximité, éolien, photovoltaïque ou éventuellement hydroélectrique, on a un hydrogène qui est décarboné et qui est vraiment renouvelable. Donc on voit que là, l'importance en fait pour un territoire, c'est de donner du sens à la production et à la distribution de l'hydrogène. Alors comme pour le bio-GNV tout à l'heure, ce qu'on a évoqué précédemment, le CIDEV travaille sur un écosystème qui a du sens en termes de production et de distribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous mettez en place? Oui, tout à fait. Le CIDEV est en train de déployer un écosystème de mobilité hydrogène renouvelable. Et on travaille avec une énergie qui est locale, qui est l'énergie éolienne,
d'un des parcs éoliens de Vendée Énergie, qui est situé sur Bouin. Ce parc éolien alimente déjà un électrolyseur qui est situé à proximité, qui est exploité par la société Life, avec laquelle on est partenaire pour ce projet. Et Life, sur son site de production, avec son électrolyseur, va pouvoir générer une capacité de 300 kg d'hydrogène qui sera ensuite distribuée par la route vers plusieurs stations, dont 4 stations en projet sur la Vendée, 4 stations portées par le CIDEV. La première sera mise en service prochainement à La Roche-sur-Yon. On reviendra sur la station de La Roche-sur-Yon tout à l'heure. Mais voilà, mais c'est imminent. Tout à fait, c'est imminent. Le site commence à produire ses premiers kilogrammes d'hydrogène. La station elle est en cours de finalisation. Et bientôt, on va pouvoir avoir des véhicules qui vont rouler avec de l'hydrogène totalement renouvelable et local, ce qui est cher à nos yeux, puisque l'électricité primaire proviendra des éoliennes de bois. Donc on va avoir des véhicules à vent, mais sans voile, quelque part. Alors comme on retransmet, peut-être que dans d'autres départements nous regardent, en fait, ça a vraiment un sens là. J'insiste un peu, mais ça a un sens aussi parce que ça a un sens en termes de production et de distribution sur ce territoire. On est bien d'accord. Tout à fait. Si on transposait à d'autres territoires, il faudrait se reposer la question d'où vient l'énergie, avec comment on produit l'hydrogène, à partir de quelles ressources on va produire l'hydrogène. Oui. Alors concrètement, pour une entreprise, une collectivité, et en Vendée, puisque là on se base sur le cas de la Vendée, à quel usage est destiné ce type de véhicule, ce véhicule à hydrogène ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est actuellement sur un stade expérimental. On est même plutôt précurseur en Vendée. Les projets hydrogène n'émergent pas encore partout en France, mais ils commencent à en émerger quand même un certain nombre. Donc on est sur quelque chose de nouveau. C'est nouveau à tous les stades, au stade de la production, de la distribution des véhicules. Mais pour nous, c'est une solution d'avenir, donc on a décidé d'y aller. Donc ça va s'adresser dans un premier temps plutôt à une mobilité captive, puisque le maillage de stations est insuffisant pour envisager des usages itinérants. On parle d'une première station à La Roche-sur-Yon, 3 autres stations en projet. Quelque part, on va être un petit peu en avance, puisqu'on va déjà avoir un premier maillage assez rapidement en Vendée. Mais malgré tout, on est sur une logique d'usage captif, plutôt d'usage lourd. Vous pouvez préciser usage captif oui, exactement. J'entends par usage captif un véhicule dont le point de ravitaillement serait toujours le même. Donc un véhicule qui gravite sur un parcours bien défini autour de son point de départ. Donc usage captif au départ. On parlait tout à l'heure d'une mobilité adaptée aux usages lourds. Ce qui en fait une mobilité particulièrement adaptée à des bus de ville notamment, puisque on est sur un véhicule qui est zéro émission, donc qui permet également de conserver une bonne qualité d'air. Les bennes ordures ménagères sont également des véhicules très adaptés pour l'hydrogène au départ, puisque pareil, elles évoluent en ville, donc peu de nuisances sonores, pas d'émissions. Et puis assez rapidement, je pense qu'en milieu de décennie, on verra apparaître des usages dans le transport de marchandises, pareil sur des usages urbains et puis extra-urbains. Tout ça pour aller vers on va dire un début de massification dans la deuxième moitié de la décennie. Voilà, je pense que ça va mettre une petite... L'hydrogène va connaître une maturité progressive en fait. Peut-être un peu plus longue que les deux autres types d'énergie qu'on a vu tout à l'heure. Chaque énergie a mis un petit peu de temps à s'installer. On voit bien avec le gaz. Et voilà, je pense que dès qu'on aura un maillage suffisant dans le département et en dehors, ça va accélérer les choses. Il y a aussi l'effet de massification sur les véhicules qui va permettre de diminuer sensiblement les coûts. Et on sait que tous ces projets que vous développez sur un territoire, tout ça, c'est un écosystème, je le redis bien parce que c'est très intéressant d'employer ce mot, c'est un écosystème que vous mettez en place pour favoriser le mix énergétique et ces nouveaux modes de mobilité. Tout à fait. Alors, depuis le début de nos échanges, vous avez dû entendre plusieurs fois l'évocation en fait, de la station multi-énergie à La Roche-sur-Yon, station de La Roche-sur-Yon qui va ouvrir ses portes. Vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer ce que c'est en fait une station multi-énergie, et celle-ci en particulier. Voilà.
Oui, parce que on a parlé donc des trois énergies. J'ai bien compris qu'on croyait vraiment dans ce mix énergétique et dans la complémentarité de ces énergies. Sur une ville comme La Roche-sur-Yon, qui a un potentiel d'usage important, ça nous a semblé évident de faire une station multi-énergie qui regroupe ces trois mêmes énergies sur un même site de distribution. Donc là, c'est plus qu'un écosystème, c'est presque 3 écosystèmes sur une station de distribution. Ça a énormément de sens puisque pour les 3 énergies, on va parler d'énergie locale, hein, de l'énergie électrique pour le superchargeur provenant de parcs, de centrales de production d'énergie renouvelable locale, du biogaz que vous voyez là sur la partie Lovan qui est plutôt à gauche, et puis Lovan qui est à droite, qui abritera des distributeurs d'hydrogène en provenance de bois, d'hydrogène renouvelable. Donc l'enjeu là, il est de tester aussi ces nouveaux usages au travers d'une station qui permette le mix énergétique. Donc là, c'est une première. Vous voyez comment ça se passe, et comme on l'a dit un petit peu, je fais le parallèle avec ceux qui doivent transformer leur flotte. Là aussi, vous expérimentez, vous allez voir comment ça se passe, et petit à petit, sûrement que ça se déploiera, peut-être un peu différemment, en améliorant les choses. Oui, c'est ça. Oui. Pour le GNV, il y a une maturité qui est clairement plus avancée. Je pense que l'hydrogène, d'ici quelques années, ça arrivera au même stade. Merci beaucoup François pour votre intervention et ces précisions sur le véhicule à hydrogène. On va prendre un petit temps pour les questions-réponses. Donc si vous avez des questions, on a un petit moment. Je ne vois pas grand-chose, mais n'hésitez pas. Je vois une main qui se lève. Ce que je vous propose, par contre, c'est de vous présenter à chaque fois que vous aurez le micro, nous dire qui vous êtes et à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. On va prendre juste le temps pour ceux qui sont derrière leur ordinateur de donner un micro. Donc, si vous pouvez vous présenter et nous dire à qui vous adressez votre question. Bonjour. Merci. Donc Emmanuel Marchand de TEPA Cap Vendée. J'ai le parc Acrobranche sur la tricherie. Et la question s'adresse pour les véhicules électriques. Je voulais savoir, c'était au niveau des batteries, comment elles étaient recyclées après, quand elles étaient en fin de vie. Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, comme quoi c'est écolo, mais réellement après destruction, ou comment elles sont recyclées. C'est vrai que c'est une question, je crois, on a évoqué 2 questions, l'autonomie, la recharge tout à l'heure, des problèmes ou des questions qui étaient posées, mais c'est vrai que la batterie, ça revient souvent. Qu'est-ce qu'on fait de la batterie en fait ? Alors effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est la batterie, c'est les matières premières, etc. Mais comme encore une fois, on est aujourd'hui dans une tendance où on y va vers ce véhicule électrique. Donc après, on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Alors concernant la batterie précisément, alors, je serais tenté de vous dire qu'une fois qu'elle a fini sa vie dans la batterie, on ne la recycle pas. Non pas parce qu'on n'en fait rien, mais parce qu'on s'en sert encore. C'est-à-dire qu'en gros, une batterie de véhicule électrique, elle aura 2 vies. Une première vie dans le véhicule, probablement 10, 12, 15 ans. Hein. Plus ça va, plus on commence à se rendre compte que les batteries ont des durées de vie longues. Un constructeur américain bien connu vous parle de 800 000 km. Je pense que demain, on sera peut-être encore plus. Donc, vous voyez, on aura même peut-être des batteries qui ont vraiment des durées de vie très longues. Et lorsqu'éventuellement, elles auront perdu, enfin pas éventuellement, lorsqu'elles auront perdu un petit peu en performance dans la voiture, on la sortira de la voiture. Peut-être que la voiture en elle-même sera déjà foutue parce que, encore une fois, on sera au bout de 15 ans. Mais on sortira la batterie de cette voiture et avant de la recycler, elle aura une deuxième vie qui consistera à être utilisée en stockage d'énergie renouvelable. Parce que sans aller trop loin dans le détail, l'énergie renouvelable, c'est effectivement ce vers quoi il faut aller, mais c'est un problème, c'est qu'on ne produit pas forcément quand on en a besoin. Donc il faut passer par du stockage. Il y a différentes manières de stocker, mais en particulier avec ces batteries de seconde vie, qu'on met, on les regroupe en plusieurs. Le CIDEF d'ailleurs a une expérimentation sur son siège sur ce sujet-là avec des batteries, des anciennes batteries de Kangoo Renault. Donc c'est un programme test aujourd'hui. Et donc ces batteries vont encore vivre probablement une quinzaine d'années en tant que stockage d'énergie. Et ce n'est que donc au bout de 30 ans, grosso modo, qu'on commencera à les recycler. Et finalement, le problème du recyclage aujourd'hui, il n'en est pas un parce qu'on n'a pas de batterie recyclée. Je schématise, parce qu'effectivement, le véhicule électrique est encore assez récent. Puis celle qu'on commence à récupérer, eh bien, on s'en sert encore une fois pour du stockage. Et il y a des programmes qui sont mis en place pour effectivement gérer ce stockage au mieux. Et les constructeurs s'engagent dans cette direction.
réflexion. Au niveau européen et national, il y a pas mal d'appels à projets qui ont été lancés et de projets qui sont en cours avec des constructeurs pour justement développer des batteries qui soient recyclables. Et puis d'augmenter la durée de vie, parce que je pense que c'est une question très d'actualité, d'augmenter la durée de vie aussi des batteries, mais pas que, de tout ce qu'on utilise. Je crois que c'en est de même pour le véhicule. Hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a traité, je pense, plus la mobilité et l'usage, en fait, autour de la mobilité et l'énergie. Mais l'enjeu, il est global, comme tout enjeu que vous, sur lesquels, dans vos entreprises, vous réfléchissez. C'est un enjeu sur l'ensemble du cycle de vie des véhicules, mais aussi de tout produit que vous utilisez ou vous produisez. Voilà. Donc, de la ressource jusqu'à la fin de vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'on a 2 questions. Si on peut passer le micro. Merci. Si Merci. vous pouvez vous présenter. Et puis... Joseph Liard, je suis élu à la communauté de communes du Pays des Herbiers. Ma question s'adresse aux entreprises et aux collectivités locales. Avez-vous comptabilisé les déplacements domicile-travail, lieu de travail? Car ceci est un enjeu très important. On voit actuellement, par exemple, au Pays des Herbiers, le prix des logements augmenté, donc il y a un report, il y a un éloignement des salariés de leur lieu de travail. Ce qui fait que votre plan peut tout simplement se trouver affaibli par le fait que les salariés vont faire de plus en plus de kilomètres pour se rendre dans vos entreprises. Merci. Alors, je crois que c'est une très bonne question parce que pour illustrer la question de monsieur, moi j'étais en entreprise la semaine dernière vers la Motte-à-Char et là aussi il y a un enjeu sur l'immobilier, le prix de l'immobilier et c'est des questions que se posent les entreprises. Alors, c'est vrai que dans le bilan carbone d'une entreprise ou d'une collectivité, il y a ce que vos fournisseurs dégagent comme carbone, il y a ce que vous-même vous dégagez dans votre activité, et il y a aussi effectivement le déplacement des salariés à prendre en compte. Et donc quand une entreprise réfléchit à son bilan carbone, cet élément-là est effectivement important également. Alors les salariés font de plus en plus de kilomètres, ça c'est clair, c'est une tendance. Comment est-ce qu'on peut les aider? Alors peut-être que Stéphanie, dans ce que vous évoquez sur rupture, avec votre plan mobilité, il y a des choses intéressantes, il y a des expériences intéressantes. Très clairement, c'est peut-être déjà aussi d'essayer de favoriser une mobilité moins carbonée pour les salariés. Alors, ça revient peut-être au coût du budget du véhicule électrique qu'on évoquait tout à l'heure, encore des véhicules peut-être un petit peu chers. Si l'idée c'est de faire même 50 km pour venir travailler et 50 pour repartir le soir, on a des véhicules électriques de première ou deuxième génération qui ont des autonomies un petit peu inférieures à ce que j'évoquais, d'occasion, qui sont donc en termes de prix tout à fait intéressants et qui font le job parfaitement. Je me souviens qu'en 2014, encore une fois, quand on avait ces fameux véhicules qui avaient que 140 km d'autonomie, les premiers à avoir acheté ce type de véhicule, c'était des salariés qui faisaient 40 à 50 km pour aller travailler, donc autant le soir pour rentrer, 80 km dans la journée, avec une voiture qui avait 140 km d'autonomie, ça fonctionnait parfaitement. Et ces gens-là avaient compris que c'était finalement là où ils avaient un coût de déplacement le plus intéressant. Après, on peut aussi aider ces salariés, peut-être en mettant à sa disposition sur le parking de l'entreprise ou de la collectivité des bornes ou des prises de recharge. Je dis même une prise peut suffire sur la journée. Et peut-être que même la borne qui charge le véhicule professionnel pendant la nuit peut être mise à la disposition gratuitement ou moyennant paiement, pardon. Ça, c'est à définir, mais mettre à disposition cette borne du salarié. En sachant qu'avec les véhicules modernes, il n'y a pas de problème d'autonomie pour venir travailler. Mais effectivement, avec un véhicule d'occasion, pourquoi pas. Donc, on peut effectivement essayer d'accompagner les véhicules les salariés dans cette logique-là. Peut-être que du covoiturage peut aussi s'imaginer dans certains cas. Enfin, il y a tout un tas de solutions. Je me permets de te compléter. C'est exactement la logique qu'il faut avoir, c'est-à-dire sortir un peu du véhicule et de la transformation de la flotte. Le déplacement professionnel, si on regarde la définition qu'on donne au déplacement professionnel, c'est aussi domicile-travail, ce que vous venez de dire. Donc il faut regarder l'usage global pour vos activités en entreprise ou pour une collectivité, mais aussi ce que ça comprend pour vos collaborateurs. Donc c'est un travail à faire en entreprise d'identifier l'usage, le besoin de vous, structure, mais aussi de vos collaborateurs. Et aussi de penser aux mutations sociales qu'on va avoir. Alors c'est très compliqué, j'en suis très consciente au quotidien avec les entreprises et les chefs d'entreprise d'anticiper tout ça. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner ou être accompagné par des acteurs de territoire qui peuvent réfléchir avec vous à ça. Mais il ne faut pas être dans une logique simplement de transformation
d'un véhicule diesel en un véhicule avec une autre énergie. Il faut vraiment avoir, je pense, une réflexion un peu globale. Après, là, on est, je pense aussi, dans des tests, des changements d'habitude de déplacement pour les salariés, des changements d'habitude d'organisation du travail. Et donc, c'est une vraie mutation qu'on est en train de prendre. On voit bien le titre de la conférence. On est sur transition vers la mobilité. Transition. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, le modèle là déjà dessiné de la société et de nos modes d'organisation et de travail qui sera effective en 2050. Donc essayons et ensemble d'y réfléchir, mais oui, c'est des questions qu'il faut aborder, ces déplacements et c'est le fait d'être de plus en plus peut-être éloigné de nos travails. Est-ce qu'il y avait, je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour, Nicolas Bonnet, je suis responsable QS-RSE du groupe Charpentier Travaux Publics. Donc, comme beaucoup d'entreprises du territoire, on se pose beaucoup de questions sur les transitions effectuées sur nos flottes, différentes flottes de véhicules. Alors, ma question s'adresse un peu plus peut-être à Monsieur Sorin. On a bien compris qu'on était sur, on va dire, le zéro émission pour les véhicules électriques et la partie hydrogène. Sur la partie biogaz, on n'en a pas trop parlé justement des émissions. On en est où peut-être par comparaison aux véhicules thermiques aujourd'hui? Oui, effectivement. On n'est pas rentré dans le schéma et pourtant on avait parlé des étiquettes critères et de l'impact. Pourquoi on porte notamment ce bio-GNC, donc ce gaz renouvelable? C'est parce que grâce à cette chaîne de valeur de production d'un gaz à partir de déchets et notamment un carbone qui a déjà été capté par la plante, dans la chaîne qui a été calculée par l'ADEME, on a 80% d'émissions en moins que l'équivalent du véhicule diesel. Donc c'est déjà une première réponse environnementale du bio-GNC. La deuxième réponse, c'est qu'on réduit quand même de 50% les NOx et de 95% les particules. Donc ça nous permet aujourd'hui, sur cette typologie de véhicule, d'avoir l'accès à la vignette critère 1, cette fameuse vignette dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est quand même un véhicule qui aujourd'hui apporte en termes d'impact environnemental une réduction conséquente. C'est pour ça qu'on a décidé sur nos stations de ne vendre que du bio-GNC. Aujourd'hui, vous n'aurez à la vente sur nos stations qu'un bio-GNC dont le gaz est issu de méthaniseurs vendéens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une réflexion sur le bas carbone, on peut déjà, dans cette première étape de bio-GNC, répondre à une grande partie de l'exigence qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. C'est une étape qui permet tout de suite d'être opérationnel, puisque comme on le disait, c'est des véhicules qui aujourd'hui sont sur la route, sont dans des configurations tout à fait acceptables, avec des autonomies sur des véhicules lourds de 400 à 500 km, donc ça passe très bien. J'espère que ça répond à votre question. Merci, oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois une main se lever, juste au fond, si on peut passer le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y, posez votre question. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, oui. Julien, je suis acheteur industriel et projet d'investissement dans ma société au Sable d'Olonne. J'ai deux questions, notamment sur la partie donc GNC et la partie hydrogène. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau des fabricants? Parce que, à mon sens, selon l'étude que je suis en train de mener, l'offre est vraiment très très faible. Et pourtant, c'est des solutions qui sont intéressantes à mettre en avant, notamment pour des questions d'autonomie. Merci. Merci à vous. Je vais commencer sur le GNC et puis François vous répondra sur l'hydrogène. Sur du véhicule professionnel aujourd'hui, en termes de fabricants, on va avoir deux constructeurs qui sont vraiment dans la dynamique du gaz. Iveco sur une gamme vraiment du 3,5 tonnes au très lourd. On a du Scania à partir du 19 tonnes. Et vous allez trouver chez Renault une réponse sur un porteur en termes de camion. Après, si vous voulez travailler sur un véhicule plus léger pour des collaborateurs, des techniciens, des commerciaux, chez Volkswagen, vous avez Seat et Skoda qui aujourd'hui proposent des véhicules qui sont parfaitement adaptés. De l'Ibiza, de la Seat Leon, vous avez deux Seat Leon sur le parking là à l'extérieur. Des véhicules qui aujourd'hui font 400 à 500 km sans aucun problème en bio-GNC. Donc c'est vrai qu'il faut se rapprocher effectivement de spécialistes. Et là, c'est un peu notre rôle d'être l'interface entre l'entreprise de transport et les concessionnaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est aussi notre rôle d'accompagnement, de vous rapprocher des bons interlocuteurs chez les concessionnaires ou les constructeurs. Parce que comme dans toute transition énergétique, il y a aussi une pédagogie, une transition dans les équipes de vente.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque concessionnaire a dédié des commerciaux, des techniciens sur ces énergies alternatives, et donc c'est intéressant parfois de pouvoir avoir le relais avec eux. Donc si on peut vous aider, il ne faut surtout pas hésiter. Sur l'hydrogène, peut-être, François ? Oui, et pour l'hydrogène, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre elle est très réduite. 2 véhicules particuliers, 2 voitures particulières, donc peu adaptées à des usages entreprises. On attend par contre avec impatience des utilitaires. Aujourd'hui, il y a déjà le Renault Kangoo qui est commercialisé, mais on attend surtout des utilitaires type Expert et Renault Master. J'espère que c'est des véhicules qui seront commercialisés en 2022. Oui, mais peut-être que c'est en ligne, on n'aura pas la question si vous ne parlez pas dans le micro, en fait. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste attendre le micro, parce qu'autrement, ceux qui sont en ligne ne vont pas vous entendre. Là, Merci. c'est bon, vous m'entendez. Donc, juste pour continuer sur les 2 solutions, en GNC et en hydrogène, est-ce que vous avez pensé à des solutions d'acheminement, justement, auprès d'entreprises qui sont un peu éloignées de vos points de livraison? Je pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vous acheminent du gaz sous différentes formes, différents conditionnements. Et ça peut être aussi une solution. Étant au Sable d'Olonne, ça va être compliqué pour moi, par exemple, si je fais la transition vers du véhicule hydrogène, de me rendre à La Roche-sur-Yon pour faire le plein et revenir au Sable. Alors, un réseau de distribution mobile, est-ce que c'est envisageable ? Alors, je prends vite fait à parler, au moins pour l'hydrogène. Après, pour le gaz, c'est un petit peu différent. L'hydrogène, pour l'instant, il n'est pas prévu de réseau hydrogène dédié. Bien qu'il y ait des expérimentations pour mélanger du gaz naturel et de l'hydrogène. Mais non, sur l'hydrogène, on sera bien sur des stations. Mais actuellement, on a 4 projets de stations, dont un projet au Sable d'Olonne pour la fin d'année 2022. Donc, il faudra patienter un peu, mais on va être sur un maillage progressif de stations pour apporter l'hydrogène au plus proche des usages. Tout à fait, c'est ce que dit François. On est en train de travailler sur un projet de station au Sable d'Olonne. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de continuer le maillage. Ce sera une station multi-énergie, donc vous aurez le gaz et l'hydrogène. On est en train de travailler sur le projet au même titre que ce que l'on a fait à La Roche-sur-Yon. Une station qui pourrait ouvrir fin d'année prochaine. Donc je pense que ça peut répondre effectivement à votre besoin de ravitaillement. On est en train de travailler sur un maillage territorial de stations publiques ouvertes à tous pour le plus grand nombre. On est vraiment en train de développer cette technologie pour permettre à toutes les entreprises vendéennes sur ce territoire d'avoir un point d'avitaillement. Évidemment, elles ne sont pas toutes à la porte de l'entreprise. On va déjà beaucoup trop vite dans le schéma. Maintenant, demain, il faut se dire que ce maillage va se compléter et il y aura peut-être aussi d'autres façons d'aborder l'énergie dans l'entreprise. On parlait des bornes de recharge dans l'entreprise. Peut-être que demain, les entreprises auront elles aussi des points d'avitaillement, hydrogène ou gaz, pour des grands dépôts. On le voit, les dépôts de bus aujourd'hui, de 200 ou 300 bus, l'avitaillement se fait au niveau du dépôt. Donc, mais encore une fois, il faut accompagner les éléments pas à pas, step by step, et je pense qu'on est en train de le faire. Mais très honnêtement, par rapport à votre sujet, on peut tout à fait travailler aujourd'hui sur une mobilité gaz et hydrogène au travers des Sables d'Olonne, puisque le temps de mettre en œuvre la commande du véhicule et sa réception, à mon avis, la station elle est ouverte. Donc si je comprends bien, à nous d'inventer en fait les nouveaux modes de distribution, de production, d'usage. Donc, et n'hésitez pas à contacter nos intervenants juste après, parce que l'objectif, rien n'est figé en fait. Tout est en train de se construire. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions, vos présentations. Il y aura un moment pour aller échanger plus en détail si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas. Mais on va maintenant, avant de passer le petit jingle, juste pour dire qu'on va en fait juste après illustrer les propos qu'on vient d'entendre, les présentations qu'on vient d'entendre à travers un retour d'expérience très concret d'une entreprise qui a passé le cap de cette transformation de sa flotte.